Ma présentation porte sur les médias numériques et notamment sur l'usage des médias numériques comme outil de radicalisation ou de contre-radicalisation. Et notamment, c'est un travail plutôt descriptif plutôt que d'analyse vu la contrainte d'accéder au terrain de recherche dans ce domaine. Ma présentation suivra le plan suivant. Tout d'abord, je vais évoquer le contexte général de ma présentation et notamment l'effet médiatique des événements terroristes et extrémistes. Après, je vais présenter rapidement les objectifs et la méthode de travail au niveau de cette communication. Dans un troisième point, je vais parler, identifier et notamment décrire cette propagande médiatique radicale. Après, je vais présenter deux exemples de campagnes de contre-radicalisation que j'avais choisies, c'est la France et aux États-Unis. Ce sont des campagnes de contre-radicalisation, bien sûr, en ligne. Et je vais finir par une conclusion finale et une synthèse. Tout d'abord, depuis plusieurs années, tous les pays du monde sont confrontés à un phénomène d'extrémisme et notamment des attentats terroristes qui ont provoqué une grande inquiétude dans le monde. Quand on parle dans le monde, dans les divers continents, et notamment en France, en Europe, en Afrique, en Tunisie, en Turquie et dans plusieurs pays du monde. Ces pays ont développé plusieurs mesures de sécurité préventives, comme les arrestations anticipées, le retrait de la nationalité pour certaines personnes, l'établissement de partenariats avec les organisations religieuses locales, etc. Et on parle de nos jours d'un nouveau phénomène appelé le djihadisme occidental, qui est, si on peut le définir, comme c'est le fait de recruter des personnes des pays du Nord américain ou d'Europe qui vont devenir des nouveaux acteurs dans ces actes terroristes. Tout cela avec l'apparition et l'adaptation de l'espace public virtuel ou le cyberespace comme outil de radicalisation ou de contre-radicalisation. Et notamment quand on va parler de cyberespace comme outil de radicalisation, on va parler de la propagande médiatique djihadiste. Et quand on va parler d'usage de cyberespace pour contrer cette propagande djihadiste, on va parler des stratégies adoptées par certains pays pour contrer ce discours radical. Pour cela, j'ai fixé deux objectifs au niveau de cette communication. Le premier, c'est le fait d'analyser l'usage des médias numériques par les groupes extrémistes et pour deux objectifs de radicalisation. Et un deuxième objectif, c'est d'essayer d'explorer comment certains pays ont mis en place des initiatives grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication afin de supprimer ou de bloquer les contenus radicaux ou même de produire des contenus destinés à contrer cette propagande radicale. Pour atteindre cet objectif et pour pouvoir analyser cette nouvelle forme de cyberguerre, si on peut la qualifier de cyberguerre entre des mouvements radicaux et des gouvernements, nous avons mené une étude descriptive des supports médiatiques, des stratégies de contre-radicalisation adoptées par la France et les États-Unis. Et notamment les deux exemples qui existent en ligne. Pour la France, on va parler de cette campagne de Stop Djihadisme et aux États-Unis, la campagne appelée Think Again, Turn Away. Maintenant, passons à la présentation de cette propagande djihadiste qui a affecté l'opinion mondiale, et notamment à cause des chocs des attentats terroristes, et aussi au niveau des développements d'une certaine guerre d'information de la part de ces groupes extrémistes, et notamment grâce aux nouvelles technologies qui vont adapter ou utiliser ces nouvelles technologies afin de propager leurs idées, diffuser des informations sur eux ou même filmer leurs actes.
Cette guerre d'information ou cette propagande, elle avait plusieurs objectifs, et notamment le fait de diffuser des images et des idées d'horreur, manipuler les perceptions et les attitudes des personnes et des citoyens. Et quand on parle de personnes et des citoyens, on peut parler de touristes, de consommateurs, de personnes qui vont voter pour certains partis politiques, etc. Influencer le comportement de personnes, de manière générale, et aussi elle vise à s'étendre à la fois dans l'espace et dans le temps, et notamment pour pouvoir propager leurs idées dans un espace avec un public beaucoup plus large que ceux qui peuvent appliquer avec des moyens traditionnels. Les caractéristiques de cette propagande terroriste: les messages ont été diffusés et traduits dans plusieurs langues pour atteindre le plus grand public possible. Elle est contenue et incessante, parfois avec des actes en temps réel. Elle avait une portée mondiale, que tout le monde est en train de parler. On a parlé aussi de l'usage ou d'une sorte de combinaison entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Et aussi, il y a une certaine sophistication et professionnalisme de médiatisation de ces actes, et notamment, ça a été constaté au niveau des vidéos diffusées, par exemple, par ces groupes terroristes, que le monde a été un petit peu surpris par la qualité de ces films ou de ces vidéos et la qualité d'images utilisées. Les éléments influents de cette propagande, on peut citer deux grands éléments. Le premier élément, ce sont les vidéos, qui vont représenter des scènes de décapitation d'otages innocents, et aussi parfois cibler des occidentaux dans certains pays afin d'avoir une grande ampleur ou toucher une certaine catégorie de la population. Et aussi, on va parler d'un deuxième élément qui est la diffusion des messages vantant les activités des groupes radicaux, notamment des activités sociales dans certains pays, ou d'entraînement, ou de chant, etc. Tout cela pour former une certaine forme de guerre psychologique. Et quand on parle de guerre psychologique, on peut parler de communication négative vers certains pays, ou donner l'impression qu'on est en train de vivre dans des sociétés où il y a un manque de sécurité, avoir développé une forme de sentiment de peur, etc. Tout cela est toujours combiné par des médias, par une sorte de combinaison entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. J'ai essayé aussi de lister les supports de cette propagande, et notamment les supports traditionnels, et notamment au niveau, on peut commencer par l'identité de ce groupe radical, et notamment le nom et le logo. Le nom qui a changé depuis quelques années, et notamment depuis 2006, et le logo qui est en noir et blanc, et qui est parfois symbole pour... Tout dépend de la société, tout dépend de notre lecture sémiotique. Est-ce que c'est un symbole de la guerre? Est-ce que c'est un symbole de la croyance? Est-ce que c'est un symbole de la paix, etc. Ou de la mort? Ces groupes terroristes aussi, ils ont publié des brochures et des livres. Ce sont des livres parfois en langue anglaise, et notamment ils sont riches d'images ou de photographes. Il y avait de la musique, avec des hymnes, notamment avec des thèmes religieux. Ce groupe aussi, il a publié des magazines, comme le magazine Dabiq, qui a été publié sous forme il y a eu une publication de plusieurs numéros. Mais ce qui est étonnant de ce genre de document, c'est qu'il a été de très bonne qualité, et notamment avec des papiers glacés, emballés et formatés d'une manière très propre, et publiés dans plusieurs langues. Ça peut nous ramener à se poser certaines questions, comme le fait que ça a été publié dans certains pays qui ont été toujours caractérisés où il y a un manque de lecture, il y a un manque de moyens pour imprimer des livres, etc., ou parfois c'est des qualités moyennes d'impression. Aussi, ils ont essayé de développer une chaîne de télévision inspirée des chaînes d'information pour pouvoir transmettre leurs activités, et notamment sur Internet.
J'ai pris comme exemple un schéma qui représente la page de garde de cette magazine, publié en 2014 et 2016, et là qui représente vraiment la qualité de leur travail et comment ils ont pu, et là ça nous ramène aussi à se poser toujours à ces questions, comment ils ont pu vraiment utiliser des logiciels de traitement d'image, de qualité de couleur, etc. et d'impression. Le deuxième support de cette propagande, ce sont les nouveaux médias. Et il faut savoir qu'ils ont utilisé Twitter comme principal média. Et on compte en 2014, plus de 46 000 comptes Twitter seraient utilisés par les membres et des sympathisants de ces groupes radicaux. Il y a Facebook qui a été utilisé aussi pour partager et diffuser des images et des vidéos de leurs activités. On parle aussi de l'apparition d'une agence de presse appelée Al-Hayat Media Center qui a été chargée de vraiment produire et de filmer ces actes et ces crimes qui ont été commis un peu partout dans le monde. En certains moments, ils ont parlé aussi de l'usage ou de l'adaptation d'un jeu vidéo pour entraîner certaines personnes pour commettre des crimes ou de leur montrer comment il faut agir en cas d'attaque. Là, c'est le symbole ou le label de leur agence de production de vidéos et notamment de supports médiatiques. Et on remarque toujours cet usage et cette compétence à maîtriser les nouvelles technologies en termes d'image, en traitement d'image, etc. Un autre point que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est une propagande, on parle de nos jours, que c'est une propagande qui vise la radicalisation, notamment des Occidentaux, qui sont touchés, et notamment dans les derniers actes, on constate qu'il y a un nombre important de personnes qui sont nées et qui vivent dans des pays occidentaux et qui ont intégré ces groupes. Et là, on va parler de nouveaux acteurs, et notamment les Occidentaux, qui ont été choisis et ciblés par cette propagande, et notamment pour pour atteindre certains objectifs, et notamment de profiter de leur familiarité avec la culture occidentale, et notamment quand on parle de la culture occidentale, vu que ce sont des personnes qui ont eu une certaine forme d'éducation, ils ont suivi l'école dans ces pays, etc. Et ils connaissent de près cette culture occidentale, leur capacité linguistique, l'accès au passeport, et quand je parle d'accès au passeport, c'est vraiment l'accès au voyage, de pouvoir se déplacer entre les pays. Ils peuvent aider et participer à élargir la taille des groupes, augmenter le nombre et le type d'attaque. Ils sont parfois difficiles à détecter. Et notamment, parfois, ils ne correspondent pas au profil typique d'un terroriste dans l'imaginaire de l'image du terroriste dans la vision de tout le monde de nos jours. La question qui se pose ici, c'est quels sont les canaux de radicalisation ? Quels sont les canaux ? Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est l'université ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est l'entourage ? Et est-ce qu'on peut parler des médias sociaux comme un canal de radicalisation ? Si on va considérer les médias sociaux comme un outil de radicalisation, ils forment un nouveau espace qui va permettre de partager et de diffuser des idées radicaux. Et dans ce cas, il y a certains gouvernements qui ont été sensibles à ce genre d'idées et ils ont appliqué des stratégies de contre-radicalisation. Pour cela, j'ai pris 2 exemples de stratégies de contre-radicalisation qui ont été appliquées dans 2 pays différents. Le premier pays que je vais citer, c'est aux États-Unis. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et la campagne de contre-radicalisation aux États-Unis, qui a été appelée Think Again, Turn Away, était depuis 2013, où le gouvernement américain a lancé une campagne de médias sociaux pour faire obstacle aux citoyens de rejoindre les groupes extrémistes.
C'est une campagne de contre-radicalisation sur les médias sociaux, et notamment les différents médias sociaux comme Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, etc. Elle a été élaborée en 3 langues, l'arabe, l'ourdou et l'anglais. Et en janvier 2016, le compte Twitter comptait plus de 25 000 abonnés. La page officielle Facebook comptait environ 11 400 fans. Et le compte YouTube est suivi par plus de 3 000 personnes. Et le nombre de vues sur les vidéos postées est de 1 144 537 vues. C'est un nombre assez limité par rapport à la population américaine, et notamment si c'est ouvert à toute la population mondiale, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un grand succès avec la population. C'est une stratégie qui a visé 2 grandes stratégies. La première stratégie, c'est la création de contenu contre les messages diffusés par les groupes extrémistes. Et aussi, elle a pour objectif d'engager des discussions avec des groupes radicaux, et notamment sur les médias sociaux. Ce sont des stratégies qui ont été jugées parfois inefficaces, et même parfois et même ça a été pour certaines personnes une sorte de création d'un nouveau espace de communication pour les radicaux avec la population. Et dans ce cas, on va parler peut-être d'un problème de manque de compréhension des mécanismes et des processus de la radicalisation en ligne. Est-ce que vraiment il faut vraiment mettre en place ce genre de stratégie? Maintenant, passons au deuxième exemple, qui est la campagne de contre-radicalisation en France. Cette campagne de communication qui a été lancée le 28 janvier 2015 pour lutter contre la radicalisation était une réponse à un sentiment de crise et à l'urgence qui a envahi l'Europe, et notamment certaines villes européennes. Je vais citer rapidement les différents objectifs de cette stratégie. Elle a fixé comme objectif de faire comprendre la menace terroriste, présenter les actions de l'État en matière de lutte contre le terrorisme, décrypter la propagande djihadiste, organiser des actions de mobilisation citoyenne, intégrer des vidéos pour décourager les recrues potentielles, notamment depuis un certain moment, et ils ont élaboré une certaine liste de critères ou de signes de radicalisation, comme la relation avec les amis, la relation avec la famille, le changement d'habitude alimentaire, l'abandon de l'école, pas d'écoute de musique, pas de télévision, l'arrêt des activités sportives et la consultation des sites et des réseaux sociaux à caractère radical. Cette campagne de contre-radicalisation a visé aussi 2 grands objectifs ou 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'essayer de décourager les recrues potentielles. Et la deuxième stratégie, c'est la détection selon des critères ou de signes de radicalisation des personnes qui peuvent être déjà ou des futures personnes qui vont être radicalisées. Toujours, c'est une stratégie qui a été qualifiée d'inefficace et pas assez réaliste et pas assez profonde. Et même parfois naïve et trop généralisée du fait d'avoir des critères, de lister une sorte de 8 ou 7 critères pour qualifier d'une personne, est-ce qu'il est radical ou pas. Et notamment qu'elle ne traite pas vraiment l'origine du problème de ce changement de comportement d'une personne, et notamment d'aller vers la radicalisation. En guise de conclusion, on peut dire que le monde a connu, notamment depuis quelques années, une propagande djihadiste qui a utilisé plusieurs canaux de communication, et notamment l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette propagande, elle a affecté négativement l'opinion publique mondiale, et notamment elle a intégré des nouveaux acteurs et de nouvelles personnes, et notamment européens ou américains. Afin de pouvoir faire face
à cette propagande. Certains pays ont essayé de mettre en place des stratégies de contre-radicalisation. Cette stratégie a ramené le monde vers une nouvelle forme de guerre d'information ou de cyberguerre. Mais ces stratégies peuvent ne pas être efficaces et pourraient même être contre-productives. Pour finir, on peut se poser la question, notamment selon une étude qui a été réalisée entre 2005 et 2010, selon le Centre national du contre le terrorisme, qu'environ entre 82 et 97% des victimes des actes terroristes dans le monde étaient des musulmans. Et cela, peut nous ramener à se poser la question pourquoi les pays musulmans n'ont pas adopté ce genre de stratégie de contre-radicalisation. Merci pour votre attention.